plusieurs années. Donc je pense Maintenant passer à l'intervention, de Prior. Bonjour à tous. Mathieu Fert, je suis le responsable de l'outil Prior, la plateforme régionale d'information et d'orientation pour les maladies rares et handicaps rares sur la région Pays de la Loire. On co-organise avec le collectif Interfilière ce webinaire. Je vais vous présenter rapidement ce dispositif Prior qui intervient seulement sur la région Pays de la Loire, mais pour vous dire qu'il existe d'autres dispositifs de coordination sur l'ensemble du territoire national et des dispositifs qui peuvent venir en appui et en aide aux personnes atteintes d'une maladie rare sur l'ensemble des moments de transition du parcours de vie. Donc, en introduction, quelques dates historiques car Prior est un dispositif aujourd'hui qui comprend plusieurs entités. L'histoire a commencé en 2009 sur la région Pays de la Loire, à l'initiative, il a été dit en introduction du professeur Bonneau, du professeur Verny, du professeur Péréon et aussi d'associations de maladies rares présentes sur la région, la délégation régionale de l'Alliance Maladies Rares, l'association Prader-Willi France, il y a aussi l'association Huntington France qui ont monté ce projet de plateforme d'information et d'orientation maladies rares sur la région. L'idée était d'avoir une plateforme à vocation médico-sociale pour aider toute personne confrontée à une maladie rare sur des moments charnières du parcours de vie. Donc voilà, la première brique a été posée en 2009. Je vais présenter juste après les missions de manière un peu plus précise, avec une équipe adossée au CHU d'Angers et au CHU de Nantes. En 2015, a rejoint ce dispositif l'équipe Relais Handicap Rare, dans le cadre là, du second schéma Handicap Rare, piloté par la CNSA. Les équipes Relais Handicap Rare interviennent sur l'ensemble du territoire national. Il y a une équipe Relais sur chaque région, avec des missions assez similaires de celles de Prior. Alors, on ne parle pas là de maladies rares, mais bien de handicap rares. L'objectif était d'apporter un appui à un public confrontés à des situations complexes de handicap. On ne regarde pas la prévalence de la maladie, mais plutôt la rareté des combinaisons et des troubles de déficience rencontrés par une personne et qui posent un certain nombre de difficultés lors du parcours de vie, le parcours de soins, le parcours médico-social, voilà. La dernière brique, en 2020, a rejoint le dispositif Prior, la plateforme d'expertise maladies rares. Ces plateformes d'expertise maladies rares également, on va en retrouver bientôt sur l'ensemble du territoire national. Elles sont en cours de structuration. On n'a pas encore une bien claire, mais courant 2021 et 2022, je pense que ce seront de nouveaux acteurs que les personnes pourront solliciter. Les plateformes d'expertise maladies rares sont prévues dans le troisième plan national maladies rares. Alors, nos missions, concrètement, on est un dispositif d'appui, de recours médico-social, social, pour toute personne confrontée à une maladie ou à un handicap rare sur la région. Tout le monde peut nous solliciter, hein, les patients, les familles, les proches aidants, les médecins, enfin tous les acteurs qui interviennent dans le parcours médico-social d'un patient. On a une équipe constituée de référents parcours. J'ai vu tout à l'heure dans le chat qu'il y avait été mention de ces nouveaux métiers qui apparaissent sur les territoires un coordinateur de parcours de soins. Nous, on a une équipe de référents parcours qui interviennent sur demande pour apporter une information, une orientation à tous les demandeurs. Pour nous solliciter, c'est assez simple, hein. On a un numéro de téléphone où on réceptionne l'ensemble des demandes, donc des patients ou des professionnels qui interviennent dans le parcours, et on essaye d'apporter une réponse au cas par cas, car les demandes sont très diverses. On intervient sans notification de la CDAPH. C'est un service évidemment gratuit
et sur un certain nombre de questions hein, qui peut se poser lors des moments de transition entre la petite enfance à l'enfance, évidemment sur la transition ado-adulte. Par exemple, des types de demandes assez récurrentes qui nous sont adressées sur les types d'aides auxquelles on peut prétendre sur ces phases de transition, une aide à la réalisation de dossiers MDPH, trouver une bonne ressource sur le territoire. Il existe énormément de ressources hein, et d'acteurs qui interviennent dans le champ du handicap, de la maladie chronique. Nous, notre rôle est d'essayer d'orienter vers les dispositifs existants, vers un bon professionnel qui peut apporter une réponse aux demandeurs. On ne fait pas de soins, on ne fait pas d'accompagnement au sens propre du terme. Notre objectif est vraiment d'évaluer la situation avec la personne et l'ensemble des professionnels, éventuellement en allant au domicile de cette personne ou dans son lieu de vie, et d'essayer d'orienter et de passer le relais aux acteurs de terrain. Un grand nombre d'actions et de types de demandes nous parviennent chaque année. La transition ado-adulte en fait partie, tant sur les transitions autour du parcours de soins, mais le parcours médico-social, trouver un établissement médico-social adapté aux besoins de l'enfant. Sur la réalisation du projet professionnel aussi, on peut apporter un appui sur ces questionnements-là. En 2021, dans le cadre de la plateforme d'expertise maladies rares, on va développer aussi une nouvelle offre de téléexpertise maladies rares. L'objectif est de faire du lien entre la médecine de ville et les centres experts, les médecins experts qui exercent dans les centres de référence et de compétences de la région. Je vous ai mis ici une carte des équipes relais handicap rare qui exercent sur l'ensemble du territoire national. Voilà, il y a un site en bas, le GNCHR, qui est le groupement national handicap rare et qui regroupe en fait tous ces acteurs, les équipes relais handicap rare, les centres nationaux de ressources handicap rare. Les équipes relais sont des dispositifs de coordination. Ils ont une connaissance assez fine des acteurs du médico-social du territoire. Ça peut être des portes d'entrée pour certaines questions. Et les centres nationaux ressources handicap rares ont, eux, une mission d'évaluation et développer une expertise très, très fine sur certains types de handicap. Voilà, pour aller plus loin, je vous invite vraiment à aller sur le site qui est mentionné sur cette vignette pour avoir des informations sur ces acteurs. Enfin, je souhaitais vous partager plusieurs sites ressources. C'est des sites que nous, on communique de manière très régulière aux personnes qui nous sollicitent. Tout d'abord, Orphanet, hein, qui est vraiment le portail de référence des maladies rares et des médicaments orphelins. On y trouve un grand nombre d'informations hein, avec un thésaurus des maladies rares complet, une recherche par maladie rare, notamment pour les professionnels hein, qui interviennent dans le parcours. C'est vraiment la Bible. Maladie rare Info Service qui propose une ligne hein, d'écoute et d'information et également un forum où un certain nombre de sujets sont traités, dont des questions de transition. Pour échanger avec des pairs, c'est un lieu intéressant de partage. L'Alliance Maladies Rares, qui est une fédération d'associations de maladies rares. Ils ont une organisation régionale, donc sur chaque région, on retrouve un délégué que l'on peut contacter pour être mis en relation avec d'autres associations ou s'investir hein, dans le champ associatif. Et dans le cadre des filières de santé maladies rares,
évidemment, hein, on peut retrouver beaucoup d'informations sur les sites de chaque filière de santé. J'ai mis quelques sites ressources, notamment un site qui a été développé sur la transitionmaladiesrares.com et parcours-santé-vie.maladiesraresinfo.org, où on retrouve une infographie assez intéressante des acteurs qui interviennent dans le parcours de vie des personnes atteintes d'une maladie rare. Voilà, quelques sites ressources, hein, ce n'est évidemment pas exhaustif, mais qui peuvent vous aider sur certains questionnements, et notamment sur les phases de transition. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai remis les contacts de Prior. Évidemment, le diapo sera partagé à l'ensemble des participants. Je te remercie, Mathieu, pour ton intervention. Donc, on a 3 questions. Donc, est-ce que Prior est toujours soutenu par le Conseil régional? Alors oui, Prior, en fait, comme sur la première diapo, je me présentais, bénéficie d'un financement pour une grande partie ARS, donc de l'Agence régionale de santé, et également avec la mise en place des plateformes d'expertise maladies rares. Là, c'est des crédits de la DGOS directement. Mais on est en dialogue constant avec l'Agence régionale de santé sur le déploiement de ce dispositif de coordination. Très bien. Alors, donc, est-ce que les documents seront mis à disposition? Oui, évidemment, on va transmettre le diaporama, et je pense que dans le chat, il y a eu un grand nombre de questions. Il sera peut-être intéressant de pouvoir extraire ces questions, Oui. et éventuellement transmettre des ressources, ou voilà, si on peut y répondre à distance. Donc, évidemment, seront transmis l'ensemble des présentations, et peut-être quelques ressources supplémentaires pour les participants. Et il y a une dernière question. Est-ce qu'on pourrait envisager d'étendre donc toutes les ressources qui sont dédiées au handicap rare, est-ce qu'on pourrait envisager de les étendre à d'autres handicaps qui ne sont pas qualifiés comme rares, alors que c'est des patients qui sont atteints de maladies rares, et il y a très peu de patients qui sont éligibles pour accéder à toutes ces ressources? Alors, la définition du handicap rare est assez large quand même, et touche presque tous les secteurs du handicap, genre de la déficience sensorielle, de la déficience intellectuelle, du polyhandicap. Enfin bon, on retrouve des situations de handicap rare un peu un peu partout. Donc voilà. Après, les équipes relais handicap rare ont des missions de coordination et d'état des lieux des ressources et des besoins du territoire. Mais finalement, quand on dresse cet état des lieux-là, il dépasse largement celui propre du handicap rare. Donc, voilà, c'est des acteurs, je pense, assez intéressants à contacter. Même s'ils n'interviendront pas directement, ils pourront certainement orienter le demandeur vers les bons interlocuteurs. Par exemple, par rapport à ce dont je viens de vous évoquer, c'est par exemple les patients pour s'insérer socialement, qui sont des patients incontinents, par exemple. Donc l'incontinence n'est pas forcément répertoriée comme un handicap rare, alors que... Oui, non, alors j'ai pas de réponse. Après, c'est la question, voilà, c'est difficile d'apporter des réponses à des situations très individuelles. Il faudra aller un petit peu plus loin, mais pour essayer d'analyser le besoin et la situation actuelle de cette personne. Mais voilà,
je n'ai pas de réponse. S'il y a une maladie rare à l'origine, je pense que le médecin expert sur le territoire peut aider à l'orientation vers des dispositifs pour travailler ces questions d'insertion sociale. Voilà, et aussi au niveau de la MDPH et MDA, mais ça peut être qu'une réponse très globale que je vous fais. D'accord. Je vous remercie, Mathieu. Et voilà. Donc, justement, il y a quelqu'un qui intervient et qui dit que vivre avec une incontinence est un handicap social très important. Oui, Donc, sur ces paroles. Donc, je te remercie, Mathieu, pour ton intervention. Et on va continuer. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser des questions. Il y en a beaucoup. Mais on essaiera de reprendre les questions qui n'ont pas eu de réponse à la fin de l'intervention. Donc, on va passer maintenant à l'intervention de Virginie Maguin. Je vous remercie. Bonjour, je suis du coup Virginie Maguin, je suis psychologue et je suis également étudiante à la Maison des adolescents du 49. Et aujourd'hui, je venais intervenir en tout cas sur la présentation, alors plus généralement des maisons des adolescents et plus spécifiquement après sur la Maison des adolescents du 49 et son fonctionnement. Alors, je vais vous partager ceci. Donc, l'une des premières choses qui me semble essentielle à vous dire sur le dispositif de Maison des adolescents, c'est que c'est un dispositif qui est effectivement national. Hop. Voilà. La première a été créée au Havre en 1998 et aujourd'hui, il y a 115 maisons des adolescents en France. Certaines sont en création. En tout cas, le territoire est plutôt bien doté, en tout cas en dispositif de maisons des adolescents. Donc, les maisons des adolescents, qu'est-ce que c'est? La finalité, en fait, d'une maison des adolescents, c'est vraiment le bien-être de l'adolescent. C'est-à-dire de promouvoir ou en tout cas une intervention dans les domaines des champs du social, de l'éducatif, du psychologique, pour permettre et faciliter le bien-être de l'adolescent. Donc, au sein des maisons des adolescents, ce qui est important, c'est de permettre d'apporter une réponse tant, je dirais, qui se crée, en tout cas qui se pense avec chaque famille ou chaque adolescent qu'on rencontre, avec une certaine souplesse et de manière assez innovante, adaptée aux besoins à chaque question et chaque problématique, que ce soit de l'adolescent, de son entourage au sens large ou des professionnels qui côtoient des adolescents. Donc effectivement, quand on vient à la maison des adolescents, ça peut très bien être un papa, une maman, un jeune, ou parfois des grands-parents, ou à certains moments des amis, par exemple, qui viennent nous rencontrer ou passer la porte de la maison des adolescents pour simplement dire qu'ils sont inquiets ou qu'ils se posent des questions, voilà, et que ça leur permette d'avoir des réponses à leurs questions. Donc les missions des maisons des adolescents, c'est vraiment d'informer, d'écouter, mais aussi d'évaluer, d'accueillir et à partir de ça, d'accompagner les adolescents et leurs familles pour ensuite, alors après, voilà, soit réorienter vers d'autres structures ou d'autres dispositifs, soit effectivement l'accompagnement au sein de la maison des adolescents a été suffisant et dans ces cas-là, on peut se dire au revoir et la personne ou l'adolescent et sa famille reprennent le cours de leur vie. Une autre des missions des maisons des adolescents, c'est vraiment de mener des actions de prévention et de promotion du bien-être de l'adolescent. Donc ça veut dire effectivement qu'on peut intervenir auprès de professionnels, que ce soit de l'éducation nationale, que ce soit dans des centres, par exemple, socioculturels, mais aussi au travers de conférences ou pour les parents, pour les adolescents. Donc cette promotion et cette prévention arrivent de différentes manières. Et puis, il y a aussi tout un travail d'être en lien aussi avec le réseau, en étant un lieu ressource, et puis nous permettre d'avoir un appui à l'analyse des parcours des adolescents sur le territoire.
Ce qui est important, effectivement, c'est que les maisons des adolescents se créent et se pensent en fonction du territoire sur lequel ils s'installent. Les maisons des adolescents, par exemple, du 49 ne fonctionnent pas forcément de la même manière que la maison des adolescents du 44 ou que du 53. Chaque maison des adolescents a son fonctionnement et ses spécificités en fonction du territoire sur lequel il s'inscrit et des problématiques du territoire. Et puis, il y a, voilà, favoriser aussi la mise en réseau et la synergie des acteurs de l'adolescent, c'est-à-dire au sein de la maison des adolescents, on a généralement une bonne connaissance, ou en tout cas du territoire et des partenaires, ce qui nous permet effectivement, quand on rencontre un jeune, s'il a besoin à un moment donné d'être accompagné plus spécifiquement par un de nos partenaires, de pouvoir le réorienter et l'accompagner en tout cas vers cette réorientation. Donc, le public de la maison des adolescents et ses modes d'accueil. Alors, une maison des adolescents, c'est ouvert aux adolescents entre 11 et 21 ans. C'est les jeunes, en tout cas, l'âge pour lequel on accueille. Certaines vont jusqu'à 25. Hop, je vous mets ça. Et donc, c'est ce que je vous disais, on accueille les adolescents, mais on accueille aussi tout l'entourage des adolescents. Donc, ça peut être les parents. Donc, des parents peuvent aussi venir seuls. Il est fréquent, par exemple, que des parents nous appellent en disant « Mon adolescent, il n'a pas du tout envie de venir, mais moi, en tant que parent, je me pose des questions et j'aimerais pouvoir en parler, voire même peut-être d'ici quelques temps qu'il puisse venir, mais est-ce que je peux venir vous rencontrer ?» Et en tout cas, à la maison des adolescents du 49, c'est effectivement souvent qu'on rencontre des parents parfois seuls dans un premier temps, et puis après, ou pas d'ailleurs, on va rencontrer l'adolescent. Ça, parfois, on peut rencontrer aussi les fratries, les amis ou les relations des adolescents en question. Et puis, on côtoie aussi, on rencontre les acteurs, les professionnels, les élus et les bénévoles. Donc, les maisons des adolescents, c'est vraiment un lieu d'accueil généraliste, c'est-à-dire qu'on accueille toutes les questions, toutes les difficultés en lien avec l'adolescence. Ça peut être parce qu'on sent que son corps change et qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe, parce qu'on a eu un rapport sexuel et qu'on se pose des questions et qu'on a besoin de trouver un interlocuteur. Ça peut être aussi parce qu'à la maison, on sent que c'est un peu difficile, qu'il se passe des choses, ou parce qu'à l'école, ça ne va pas très bien. Donc, il n'y a pas de mauvaise raison, en fait, pour venir pousser la porte d'une maison des adolescents. Et c'est surtout un lieu neutre, non payant, anonyme et inconditionnel. Un jeune, par exemple, peut venir nous rencontrer sans forcément informer préalablement ses parents qu'il vient pousser la maison de la porte des adolescents. Il vient nous rencontrer parce qu'il a des questions. Ça peut être sur rendez-vous ou de manière spontanée. Soit vous appelez ou vous envoyez un mail avant et puis vous prenez rendez-vous. Soit sinon, vous venez vraiment au moment où vous êtes disponible. Ça peut être seul ou accompagné. Et puis, une maison des adolescents, c'est aussi toute une équipe pluridisciplinaire. Je reviendrai plus spécifiquement là-dessus quand je vous parlerai de la maison des adolescents 49, mais effectivement, c'est une multitude de professionnels qui vous accueillent. Alors, ce qui est important aussi à savoir sur le dispositif de maison des adolescents, c'est que c'est vraiment un accompagnement de courte durée. L'objectif, c'est d'accueillir cette première demande, ce qui fait à un moment donné difficulté ou problématique, et par la suite, effectivement, prendre le temps d'explorer cette demande, de l'accompagner, d'en parler, et soit au bout de quelques entretiens, les choses s'apaisent, en tout cas les questions ne sont plus là, ou les difficultés sont moins présentes, ou ça va mieux sur les points qui posaient problème. Et dans ces cas-là, effectivement, on peut se dire au revoir. Soit on a en tête et on pense ensemble qu'il y aurait nécessité peut-être d'un travail plus long, et dans ces cas-là, on peut effectivement réadresser aux collègues du territoire et à d'autres structures en lien avec la famille et l'adolescent. Donc là, j'ai envie de vous parler un peu plus spécifiquement, effectivement, de la maison des adolescents du 49 et de son fonctionnement. La maison des adolescents du 49, donc on a une permanence téléphonique tous les jours, sauf le vendredi matin, de 9h
à 13h et de 14h à 18h. Et du coup, vous pouvez appeler, vous avez toujours un accueillant au téléphone qui vous accueillera effectivement pour entendre votre première demande. Et puis, vous pouvez prendre rendez-vous ou également passer en spontané à la maison des adolescents. Et du coup, voilà, ça fait une première écoute. Il faut aussi savoir que sur la maison des adolescents, il y a plusieurs sites. Il y a le site Angevin, mais il y a aussi un site sur Cholet, un site sur Saumur et une permanence sur Baugé qui est ouverte. Donc, ce que je vous disais, c'est que la maison des adolescents, c'est aussi une équipe pluridisciplinaire qui est riche, puisqu'on a des infirmiers, une pédopsychiatre, des éducateurs, des conseillers conjugales et familiaux, des infirmières et des thérapeutes familiales, assistantes administratives, sages-femmes, pédiatres endocrino-gynéco, des psychologues. Donc, effectivement, voilà. Tous ces professionnels interviennent au quotidien auprès des jeunes pour vous rencontrer, pour vous accueillir et pour vous permettre effectivement de pouvoir poser ces questions. Aujourd'hui, 50% à peu près des jeunes qui nous sont adressés viennent parce qu'ils ont rencontré en tout cas l'infirmière ou l'assistante sociale de l'école ou parce que le CPE ou la scolarité ont parlé de nous aux jeunes ou à sa famille. 30% des jeunes qui viennent nous rencontrer, c'est par bouche à oreille généralement aussi. C'est-à-dire que les jeunes en parlent entre eux ou les familles en parlent entre elles comme un lieu ressource. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à peu près 4 familles qu'on rencontre sur 10, on peut les réorienter effectivement vers nos partenaires. Et 4 sur 10 aussi, finalement, il n'y aura pas besoin de réorientation et auront répondu en tout cas à leurs questions en venant à la maison des adolescents. Donc ça, c'est à peu près les choses qui caractérisent en tout cas la maison des adolescents du 49 dans notre fonctionnement et dans ce qu'on peut proposer. On a aussi un site internet avec toutes les informations que je viens de vous donner en tout cas. Et puis, il y a aussi un peu une foire aux questions sur notre site avec déjà des éléments de réponse qui ont été pensés par les accueillants de la maison des adolescents pour les parents, mais aussi pour les jeunes. Donc voilà ce que je pourrais en tout cas vous dire succinctement de la maison des adolescents. Merci beaucoup Virginie. Alors on a quelques questions. Oui. Alors déjà, quelles sont les différences et quels sont les avantages de la prise en charge par un psy en ville? C'est une question de Nathalie. En ville, c'est-à-dire en libéral, quand on dit en ville, c'est-à-dire… Oui, je pense. Les avantages par rapport à quoi? C'est les avantages par rapport à ce que vous pouvez apporter, vous, à la maison des adolescents? Oui, en fait, c'est la différence. Quel est l'avantage pour un suivi? Mais bon, après, j'ai eu la réponse, on va dire peut-être après, c'est que vous, si j'ai bien compris, c'est une prise en charge qui va être courte. Et s'il y a un besoin d'un suivi qui est plus long, vous allez effectivement rediriger vers d'autres personnes en ville ou auprès des hôpitaux. Tout à fait, c'est ça. En fait, nous, on n'a pas vocation à faire un suivi thérapeutique au long cours. Généralement, c'est 4-5 entretiens où on reçoit en fait les adolescents, leurs familles en entretien, où on prend le temps vraiment d'explorer ensemble ce qu'amène la famille à venir. Mais c'est vrai qu'on réoriente régulièrement sur des collègues en libéral pour pouvoir poursuivre un travail avec la famille ou avec le jeune à partir du moment où effectivement c'est quelque chose qui semble… où ça se pense aussi avec la famille et où la famille et le jeune sont d'accord. C'est-à-dire qu'au bout de quelques entretiens, souvent le jeune dit bah oui, effectivement, je vois bien que j'ai encore d'autres choses à dire, j'ai envie de m'engager dans un travail un peu plus long. Et puis, et du coup, on réadresse et à ce moment-là, effectivement, on peut réadresser sur nos collègues de ville. D'accord, merci. Ok, super. Ensuite, on a une question de Pascal, je crois. Donc, où trouver les maisons des adolescents et qui les dirige, public ou privé? Alors, je ne saurais pas répondre précisément au niveau national. En tout cas, c'est des dispositifs pour la maison
du 49, c'est un ensemble des structures du territoire qui se mobilisent en tout cas pour faire exister la maison des adolescents et les maisons des adolescents. Elles ont différentes statuts en fait. Certaines sont en association, d'autres en GIP, donc il y a différents statuts sociaux qui sont spécifiques à chaque maison des adolescents et à leur conception sur chaque territoire. En tout cas, moi, c'est ce que j'en ai compris et entendu. Après, il y avait une deuxième question, il me semble. Oui. C'était dirigé par le public ou le privé. Oui, et puis il y avait aussi la question de comment ça s'appelle, de où les trouver. Je pense que si vous tapez maison des adolescents sur Internet, par exemple, avec la Lozère, vous allez trouver les coordonnées en fait assez rapidement. Soit ils vont avoir un site, soit voilà. Très bien. Qui les dirige dans le public? C'est du public ou privé? C'était l'autre question de Pascal. Alors, en fait, je ne pourrais pas répondre à cette question de manière nationale. Je ne vais pas avoir, moi, les éléments pour apporter une réponse précise à cette question. Mais ouais, je ne saurais pas répondre comme ça précisément. À la limite, je peux me renseigner pour vous apporter une réponse, mais là, comme ça, je ne m'engagerai pas sur une réponse. D'accord. De toute façon, donc, comme elle a dit tout à l'heure Mathieu Fert, on essaiera de récupérer l'ensemble des questions et de vous produire un document pour répondre à toutes les questions qui n'ont pas trouvé de réponse durant ce webinaire. Et la dernière question, c'est: accueillez-vous des adolescents en fauteuil roulant qui sont atteints de maladies rares, donc notamment amyotrophie spinale ou dystonie généralisée, avec des questions d'adolescents, mais en rapport avec leur maladie? Alors, nous, on peut effectivement accueillir des personnes en fauteuil roulant sans problème. Après, la structure et la maison des adolescents est accessible à tous les adolescents, qu'il y ait ou non maladie rare en fait. C'est-à-dire que tous les adolescents peuvent venir pour parler de ce que eux, dans leur singularité, dans ce qu'ils sont en tant que jeunes, ils traversent dans l'adolescence. Donc, effectivement, c'est tout à fait possible, à mon sens, de pouvoir accueillir. Alors après, il y a des jeunes qui viennent et qui ne nous abordent pas du tout, par exemple, leur parcours ou les problématiques de maladie, parce qu'ils viennent vraiment pour des questions très spécifiques en lien avec l'adolescence. Et puis, à certains moments, effectivement, on vient en parler lors des entretiens. Et puis, à certains moments, je pense que certains jeunes, par exemple, ne l'aborderont pas du tout parce que ce n'est pas la question forcément qu'ils mettent en premier plan en venant nous voir. Ça, après, c'est vraiment spécifique aux besoins de chaque adolescent et de la famille. Très bien. Ok. Très bien. Donc, vous avez bien répondu à la question de Fabienne. Je vous remercie, Virginie, pour votre intervention.